Bonjour à tous. Nous allons poursuivre cette série de cours où aujourd'hui nous allons finir, si je peux dire, les électrolytes liquides avant d'aborder les électrolytes solides. Alors pour faire cela, eh bien, on va tout d'abord regarder ce qu'on a couvert jusqu'à maintenant, c'est-à-dire qu'on a regardé dans l'intérieur d'un accumulateur les matériaux d'électrodes positives, montrer comment ceux-ci pouvaient directement se construire, ainsi que les matériaux d'électrons négatifs. Et on va s'intéresser aujourd'hui aux électrolytes qui vont dépendre finalement de la chimie de votre accumulateur, et plus spécifiquement des matériaux de cathode que sont NDPF, les lamellaires ou alors les bleus de Prusse. La dernière fois, nous avions étudié, montré quelle était finalement la façon d'optimiser un électrolyte dans le cas de la technologie sodium, NDPF hors carbone. Aujourd'hui, on va voir que les mêmes approches vont se poursuivre dans le cas des technologies lamellaires et bleus de Prusse. Et vous allez voir que, comme ça a été montré la dernière fois, ces approches des électrolytes sont très souvent liées à des approches essais-erreurs. Alors en effet, si on regarde dans le cas des lamellaires, on va repartir sur la même méthodologie, si je peux dire, qu'on a vu la dernière fois, dans laquelle on va considérer les sels, on va considérer les solvants et les additifs qui vont finalement affiner, si je peux dire, la qualité de l'électrolyte. Et pour ce faire, on va tester différents types d'électrolytes. Comme vous pouvez voir ici, on va dans ce cas tester en fonction du cyclage. Et vous avez plusieurs courbes qui montrent des différentes combinaisons d'électrolytes dans lesquelles on va pouvoir utiliser du propène sulfone, qui est noté PES, du sodium difluoroborate, qui est noté dans ce cas DTD, et ainsi de suite. Et on s'aperçoit, lorsqu'on regarde ces différents matériaux, qu'il y a une tenue en capacité qui est meilleure que le cas de LFP, qui est la référence dans ces technologies. Il y a également une meilleure cyclabilité, mais de meilleures performances à haut potentiel en termes de dégagement gazeux, et ainsi de suite. Mais la difficulté qu'il y a dans cela, c'est que finalement, LFP a une densité gravimétrique de 170 Wh par kg, comparé à ces lamellaires, qui n'ont que 80 Wh par kg si le potentiel d'oxydation est limité à 3,8 volts. D'où par conséquent, il y a une nécessité de pouvoir monter ce potentiel en affinant une fois de plus, optimisant cet électrolyte. Alors pour ce faire, il va y avoir différentes combinaisons d'électrolytes qui vont se mettre en place, où on va tout d'abord tester, comme vous le pouvez voir ici, l'effet des différents additifs à une température de 45 degrés. Et dans ce cas, on prend deux types d'électrolytes, de NADPF, qui est le sodium difluorophosphate, avec le triméthylsilène phosphate, et ainsi de suite. Et on s'aperçoit effectivement qu'on a des combinaisons qui sont meilleures que d'autres. Ensuite, on peut regarder, en changeant légèrement la nature de l'électrolyte avec cet additif, qui est le fluoroéthylène carbonate, et on s'aperçoit maintenant, en utilisant F, il faut dire tout simplement que dans ce cas, j'utilise le fluoroéthylène carbonate. En utilisant FP, ça veut dire que j'utilise ces deux additifs, et FPD, j'utilise ces trois additifs. Et vous voyez que c'est le mélange de trois additifs, en bleu, qui donne la meilleure performance à 25 degrés C. D'où, une fois de plus, la complexité de ces additifs. Et pour illustrer encore davantage cette complexité, ces additifs doivent être choisis dans des quantités bien définies. Car si vous mettez trop d'additifs, vous allez saturer les sites catalytiques, et dans ce compte-là, pouvoir décomposer les résidus de ces additifs. Et vous voyez très bien cela dans le cas maintenant où j'ai cet électrolyte, où maintenant je change les concentrations des différents additifs, notamment dans ce cas le sodium difluorophosphate, et vous voyez que lorsque j'ai la concentration de 1%, j'ai dans ce cas une meilleure performance. D'où tout cela vous montre qu'on peut effectivement ajuster tous ces additifs, mais regardez encore les performances. Après 1000 cycles, on a encore des chutes de capacité qui sont conséquentes et qui sont loin d'être, je dirais, correctes pour des applications. D'où il y a un défi qui est toujours d'augmenter ces tenues en oxydation. Alors des approches qui sont très courantes aujourd'hui et qui se développent fortement sont les approches dans lesquelles on va dessiner de nouveaux électrolytes sans apporter des additifs, mais tout simplement en changeant la concentration, je dirais, du rapport sel-solvant. Et c'est là qu'on va tout simplement regarder toute une classe d'électrolytes qu'on va appeler les électrolytes conventionnels, électrolytes concentrés et les électrolytes superconcentrés localement. Et ça, c'est très important
car ces différents électrolytes vont vous donner des propriétés totalement différentes dans la composition de la couche SEI qui va se former soit à l'électrode négative, soit à l'électrode positive. Par exemple, dans le cas, je dirais, des électrolytes conventionnels, eh bien, on a ce qu'on appelle les paires d'ions qui vont être séparés par un solvant. Vous voyez ça très bien ici. Ensuite, si je prends un électrolyte concentré, eh bien, maintenant, je vais avoir des paires d'ions en contact. Vous voyez ici, le sodium plus un anion. Et enfin, ce qui est directement une innovation récente, se situe aux alentours des électrolytes superconcentrés localement, où dans ce cas, on va ajouter un diluant pour séparer ces espèces, finalement ces espèces de solvatation, et avoir des situations dans lesquelles on va avoir tout simplement des agrégats cation, anion, cation. Et tout cela, eh bien, va nous servir à modifier quelle va être la composition de cette SEI ou CEI, c'est-à-dire la nature de cette interface, la nature du transfert de charge à cette interface. Alors, pour choisir ces différents diluants, eh bien, on va prendre, pour construire ces, je dirais, électrodes localisées à haute concentration, on va dans ce cas prendre des diluants qui sont miscibles avec le solvant principal, bien sûr qui ne contient pas de sel et qu'une faible capacité de stabilisation, ou de solubilisation, ça veut dire qu'en ce cas, avec des constantes électriques relativement faibles. Et c'est la raison pour laquelle on va utiliser des matériaux comme les éthers tétrafluoroéthyl ou tétrafluoropropyl, comme vous voyez ici, TTE, ou alors des éthers de bis-trifluoroéthyl, BTFE. Et grâce à cela, eh bien, on va pouvoir améliorer effectivement les performances des accumulateurs. Vous avez ici deux cas. Le cas d'un électrolyte référence en noir, électrolyte classique qu'on utilise, avec ici en rouge ces électrolytes modifiés, c'est-à-dire ces électrolytes à haute concentration localisée. Et qu'est-ce que vous apercevez? C'est que vous avez dans ce cas une meilleure tenue en cyclage. Et cette meilleure tenue en cyclage, elle provient, je dirais, de deux choses. Tout d'abord, eh bien, vous allez diminuer considérablement la solubilité des métaux de transition, c'est-à-dire le passage en solution de votre matériau d'électrode positive, et également modifier les réactifs de surface entre l'électrolyte et la surface active du matériau. D'où, grâce à cette astuce, eh bien, on peut jouer, je dirais, sur deux facteurs, que sont la dissolution des métaux de transition de l'électrode positive, qui est, je dirais, une problématique dans la tenue en cyclage des batteries, et également, ce qui est aussi très important, c'est ajuster la composition de la SEI. Et vous allez voir comment. D'où, effectivement, si on joue là-dessus, on peut, avec les électrolytes indiqués, là, une fois de plus, vous voyez l'aspect bénéfique d'introduire ces diluants, où dans ce cas, on est en train de regarder l'effet qui se passe à l'interface entre ce nouvel électrolyte et un matériau d'électrode positive, dans ce cas qui est un NMC. Et vous apercevez que dans ce composé lamellaire, on a bien sûr des fissures, des craquures, mais ce qui est le plus important, c'est de regarder, dans le cas des solvants classiques, comme indiqué ici, vous voyez que dans ce cas, eh bien, il y a un mélange des cations à la surface, alors que dans le cas de l'électrolyte, je dirais, avec le diluant, vous voyez ici là, une ondulation très bien prononcée qui caractérise finalement les colonnes de cations dans la structure. Et on s'aperçoit eh bien, qu'on a une différence beaucoup moindre dans le cas de ces électrolytes superconcentrés par rapport aux électrolytes classiques. Ensuite, une autre façon de voir aussi réellement quel va être le rôle de ces électrolytes, eh bien, c'est de regarder finalement par des mesures XPS ce qui se passe à la surface des matériaux. Et lorsqu'on regarde cela et qu'on distingue entre les différents électrolytes, comme vous mentionnez ici, l'électrolyte classique et l'électrolyte localement concentré, eh bien, vous apercevez qu'en ce cas, eh bien, la SEI est constituée de matériaux inorganiques principalement. Alors que dans le cas des électrolytes classiques, on a toujours, comme on l'avait vu auparavant, un mélange de composantes organiques et de composantes inorganiques. Donc voilà, si vous voulez, ce qui se fait actuellement, ce qui est à la mode, si je peux dire, pour tenter d'améliorer les performances de ces électrolytes dans ces composés lamellaires. Mais là aussi, ce n'est pas encore suffisant, et il y a d'autres approches qui sont je dirais, poursuites, notamment des approches qui consistent à utiliser ce qu'on appelle le liquide ionique, qui ne sont rien d'autre que des sels fondus à température ambiante qui proviennent de l'association de cations organiques et d'anions organiques ou inorganiques, comme on le peut voir ici. D'où, grâce à ces électrolytes, vous pouvez voir que dans ce cas, on peut aller à des potentiels de 4,3 volts. Alors ces liquides ioniques, effectivement, sont très résistants à l'oxydation, mais présentent quand même certaines difficultés,
c'est que c'est des liquides, bien sûr, mais ils ont une très haute viscosité, ce qui fait que leur conductivité ionique sera limitée, et limitée notamment lorsqu'on va avoir des applications à basse température, comme l'on verra par la suite. D'où c'est la raison pour laquelle eh bien, ils sont utilisés qu'en quantité infime dans les électrolytes qu'on utilise aujourd'hui. Donc voilà, si vous voulez, le type de recherche qui se fait sur ces composés lamellaires ou sur batteries sodium-ion lamellaires pour augmenter leur durée de vie. Alors cette recherche, eh bien, elle se fait une fois de plus, et malheureusement, elle doit se faire chaque fois que vous changez de chimie. Et si maintenant on passe à la chimie des bleus de Prusse, chimie que vous avez déjà introduite auparavant, eh bien, vous allez voir que là aussi, c'est pareil, c'est toujours pareil, c'est la méthode edisonienne, où on va, je dirais, pas rationaliser cette approche, car il sera très difficile de les faire, où on va essayer pas mal de combinaisons afin de trouver la combinaison magique. Et vous voyez ici, par exemple, tous les types d'électrolytes qui ont été étudiés, avec chaque fois des comportements en cyclage, avec des temps de pause à différents potentiels, et ainsi de suite. Bon, de tout cela, eh bien, aujourd'hui, dans le cas des bleus de Prusse, si je peux dire, voilà l'état de l'art que j'ai pu trouver dans la littérature, où on a des électrolytes qui permettent, comme vous pouvez voir ici, eh bien, d'avoir des tenues en cyclage de 500 cycles avec 80% de la capacité initiale. Et ces électrolytes eh bien, sont basés sur un sel, ce qui est du bioxyborate de sodium, NaBOFB, un sel qui est relativement intéressant, puisque, bon, vous savez l'histoire qu'il y a sur les sels fluorés aujourd'hui, c'est un des sels qui n'est pas fluoré, donc par conséquent, il y a un intérêt, je dirais, important sur ce sel dans le cas du développement durable, avec tous les ingrédients, c'est-à-dire les additifs qui servent. Et bien, grâce à cela, on peut arriver à cycler ces accumulateurs à des températures de 55 degrés, avec les performances que vous voyez ici, mais notez ici qu'on n'est qu'à 100 cycles, et on a quand même des chutes de capacité qui sont encore de 80%. Okay. D'où, là aussi, ça souligne directement un point important que vous avez mentionné dans les cours précédents, c'est-à-dire qu'avec ces bleus de Prusse, en raison de la difficulté à contrôler la quantité d'eau, je dirais, résiduelle dans ces matériaux, eh bien, il est très difficile d'avoir des performances à long terme. Et c'est la raison certainement pour laquelle des compagnies comme CATL, qui se sont directement lancées sur ces matériaux, aujourd'hui ont changé d'orientation et passent sur les lamellaires, voire d'autres matériaux, comme je vous ai mentionné auparavant. D'où, ça, ce qu'il peut dire, c'est tous les travaux qui sont nécessaires lorsque vous voulez directement dessiner un électrolyte à 55 degrés. Mais la question, c'est que, comme vous le savez très bien, les électrolytes doivent fonctionner dans un domaine de température très, très large, c'est-à-dire allant de moins 30 à 50-60 degrés. Et là, eh bien, ça va, une fois de plus, causer d'autres difficultés. Et qu'est-ce qu'on doit faire dans ce cas? En effet, si on utilise des électrolytes à haute température, effectivement, il y a des risques, comme vous l'avez mentionné, qui sont les réactions de passivation, mais à haute température, bien, automatiquement, vous avez une très grande mobilité des ions, vous avez de la puissance et vous avez de faibles impédances, vous avez également certainement aussi une forte autodécharge. Par contre, si on va maintenant à basse température, et c'est ceux qu'il faut arriver à dessiner, c'est-à-dire des électrolytes qui arrivent à couvrir ce domaine de température, et bien là, on va avoir des problématiques d'impédance, puisque l'impédance ou la mobilité des ions, lorsqu'on va baisser la température, va être ralentie, d'où automatiquement, il va falloir, dans ce cas, eh bien, ajuster ces différents paramètres. Et bien sûr, lorsque vous êtes à basse température, vous avez dans ce cas, une fois de plus, cette fameuse SEI, et là, vous avez directement les risques de dépôt de sodium sur cet électron négatif, et ça, bien sûr, avec les incidents que vous connaissez. D'où, par conséquent, eh bien, ces croissances dendrites vont conduire automatiquement à des problèmes de sécurité, et ça veut dire que si finalement on veut maintenant dessiner une batterie, voire même des électrolytes pour des performances à basse température, eh bien, il va falloir dans ce cas eh bien, reconsidérer ou faire du re-engineering de la batterie. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui pour avoir de telles performances. Alors, re-engineering, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir toujours pareil, les mêmes terminologies de migration, de diffusion, ainsi de suite. Mais dans ce cas, on va vouloir ajuster les transferts de charge à l'interface qui sont relativement lentes à ces potentiels. D'où par conséquent, eh bien, il va y avoir deux approches qui vont être poursuivies. Une approche eh bien, associée aux matériaux, c'est-à-dire qu'il va y avoir des matériaux qui auront des conductivités ioniques ou qui vont pouvoir directement transporter les ions relativement facilement. Et dans ce cas, eh bien, on va avoir lieu ou recours à des méthodes classiques dont je vous ai mentionné auparavant,
c'est-à-dire dessiner ou jouer sur la morphologie, jouer sur l'enrobage pour apporter une percolation électronique et voire ionique, et également jouer sur la taille des particules, sans, pour ce faire, eh bien, exacerber les réactions parasites. Ensuite, eh bien, il va falloir jouer une fois de plus sur l'électrolyte, et là, ça va être encore un jeu de solvants et d'additifs afin d'ajuster les conductions ioniques et de s'assurer que ces électrolytes ne vont pas se solidifier à des températures de moins 10, moins 15 degrés. D'où là, une fois de plus, approche, si je peux dire classique mais complexe, le choix du solvant, le choix du sel, des additifs et les problèmes de solvatation. Donc voilà, si vous voulez, la complexité qui va dans le dessin ou dans le design de nouveaux électrolytes. Alors, beaucoup d'approches ont été, je dirais, utilisées pour cela. Tout d'abord, au niveau des électrolytes, eh bien aussi, ici, je vous montre tout simplement ce qui peut se faire lorsqu'on utilise des électrolytes relativement classiques, c'est-à-dire, toujours pareil, le mélange d'un carbonate cyclique, propylène-carbonate ou éthylène-carbonate, et des non-cycliques, comme diméthylcarbonate, et ainsi de suite. Et vous apercevez ici que, bon, jusqu'à des températures de 10 degrés ou moins 10 degrés, tout cela semble correct, et vous arrivez dans cette zone qui est relativement confuse, où là, eh bien, vous avez directement les électrolytes qui solidifient, et vous avez ce qu'on appelle, en termes anglais, a salting out of l'électrolyte, c'est-à-dire que le sel se sépare et recristallise. D'où on s'aperçoit ici que si, par exemple, on a tous ces différents mélanges, et vous voyez que de tous ces mélanges, eh bien, c'est le noir, qui est PCEMC, avec un sel, dans ce cas, du type NaPF6 ou autre, qui va être le meilleur pour les températures basse performance. Alors ça dépend, bien sûr, des solvants, mais ça va aussi dépendre, dans le cas des différents matériaux d'électrode. Et dans ce cas, eh bien, on est en train de regarder des matériaux du type NVPF, ou plutôt NVPOF, dans lequel on a l'oxygène substitué pour le fluor. Et là, on s'aperçoit que pour avoir de bonnes performances, quand je dis très bonnes, j'exagère, de bonnes performances à basse température, eh bien, il faut ajouter un cosolvant qui va être là, directement l'acétate méthyle, qui va permettre tout simplement de rabaisser cette température. Et je dirais la même philosophie eh bien, s'applique dans le cas eh bien, d'autres composés, comme mentionné ici, où on va utiliser une fois de plus le méthylpropylate pour, dans ce cas, eh bien, abaisser la température, je dirais, de gélification et de pouvoir utiliser nos électrolytes à basse température. Donc voilà ce qui se fait au niveau, je dirais, des électrolytes. Au niveau eh bien, des matériaux d'électrode, eh bien là, c'est l'aspect classique où on va jouer avec la morphologie des particules. Donc voilà ce qui se fait directement dans le cas des bleus de Prusse, où on va essayer bien sûr de minimiser cette morphologie des particules. On fait ça également dans le cas du NVPF, où on joue avec l'aspect monocristallin, polycristallin, dont on a vu dans les cours précédents quel était l'avantage au niveau de diffusion du sodium dans ces matériaux. Et on peut également faire ça sur les matériaux lamellaires. Et vous voyez qu'en tous ces cas, mais en faisant ces genres, je dirais, de manipulation, on peut arriver à avoir des performances relativement correctes à des températures allant de moins 25 degrés à 25 degrés ou 50 degrés. Ou même, dans ce cas, on peut aller jusqu'à moins 30 degrés C. D'où, voilà, si vous voulez, ce que l'on peut se faire. Mais ça, si vous voulez, c'est des recherches qui sont au niveau du laboratoire, et la question, c'est qu'on fait ça au niveau des électrodes, et que même des batteries complètes ne sont pas assemblées. Alors pourquoi cela est relativement important, ces performances en puissance pour des applications basses et hautes températures? Bien, pour vous illustrer cela, je vais prendre tout simplement un exemple appliqué, et décrire ce qu'est tout simplement la batterie, si je peux dire, super hybride de CATL. Où dans ce cas, eh bien, vous avez à l'intérieur du même module une combinaison de cellules sodium-ion et de cellules lithium-ion qui vont être réglementées au niveau gestion de la batterie, ou de l'accumulateur, ou du pack. Et vous voyez ici, eh bien, si on veut directement aller aux hautes températures ou ambiantes, eh bien, dans ce cas, la charge va être assurée par les deux chimies que sont lithium-ion et sodium-ion. Vous voyez qu'en ce cas, le courant va passer dans les deux branches. Par contre, si maintenant on veut faire des applications à basse température, c'est-à-dire avoir le meilleur des deux mondes à température ambiante ou à température à basse température, eh bien dans ce cas, c'est la technologie sodium-ion qui va directement prendre place. Alors cela, on peut le détailler plus longuement et regarder ce qui se passe au niveau, je dirais, du fonctionnement de ces cellules. Ce que vous avez tracé ici, ce n'est rien d'autre que les courbes de potentiel ou les profils de potentiel
pour chacune de ces cellules séparées. Et ce que vous voyez en route, c'est que lorsque directement le système fonctionne, eh bien, les parties en rouge ici sont les portions, je dirais, des courbes électrochimiques qui fonctionnent ou qui sont utilisées dans l'utilisation de la batterie complète, où on voit les sections du sodium qui sont utilisées à haut potentiel, ainsi de suite. Donc voilà l'importance de cela. Alors pourquoi le sodium-ion a cet avantage de puissance? Bien, cet avantage de puissance, je vous l'avais mentionné déjà en termes, les électrolytes au sodium ont un avantage, ils ont une plus faible viscosité, d'où par conséquent une augmentation de la diffusion. Ils sont également très intéressants puisque dans ce cas, on voit que l'énergie de solvatation, qui est des plus importants, c'est-à-dire lorsque vous allez directement insérer et retirer le sodium, sont nettement plus faibles que dans le cas du lithium. Et cela implique automatiquement que vous allez avoir une plus grande puissance de ces accumulateurs. D'où, à ce stade, je vous ai montré finalement l'intérêt de dessiner des électrolytes pour des applications haute température et pour des applications basse température. Et malheureusement, les ingrédients ne sont pas toujours les mêmes pour aller directement dans cette plage de température. Un autre problème qui se pose dans le cas des batteries sodium ou plutôt lithium, c'est qu'en est-il de ces accumulateurs lorsque vous les déchargez jusqu'à 0 volts. Et là, c'est intéressant de comparer ce qui se passe. Vous allez voir une fois de plus que l'électrolyte va jouer un rôle. Ce que vous regardez ici, ce n'est rien d'autre que deux cellules, lithium-ion et sodium-ion. Maintenant, si je décharge jusqu'à 0 volts, ce qu'il faut que vous considérez, c'est que dans ce cas, l'électron négatif va directement voir des potentiels relativement élevés. Et cette électron négative, elle peut aller à des potentiels supérieurs à 3 volts. Et vous devez savoir que dans le cas du lithium-ion, vous avez un collecteur de courant en cuivre. Et si votre potentiel va directement à des potentiels supérieurs à 3 ou 3,4, dans ce cas, le cuivre va s'oxyder. Vous allez générer des ions cuivre de plus, qui vont, sous l'effet du potentiel, voyager l'électron négatif et créer des dendrites. Et c'est la raison pour laquelle, dans ce cas, vous ne pouvez pas directement cycler des accumulateurs lithium-ion jusqu'à 0 volts. Par contre, dans le cas du sodium-ion, on peut, dans ce cas, grâce à l'aluminium, si on a de l'aluminium comme électron négatif, on sait que son potentiel d'oxydation est beaucoup plus élevé et ça nous donne une marge de manœuvre beaucoup plus intéressante. D'où par conséquent, là aussi, il va falloir comprendre ce qui se passe au niveau de cette SEI lorsqu'on va aller dans ces types de cyclage ou ces types de stockage. Alors pour faire cela, un point qui est important à considérer et qui illustre un peu ce que je vous disais auparavant, le fait de voir quel est le potentiel électronégatif. Vous voyez ici, très bien, lorsque votre accumulateur au sodium va être à 0 volts, ça veut dire que votre électrode négatif va s'ajuster à celle de l'électrode positive, à 3,67 volts. Et à 3,67 volts, vous devez avoir une SEI qui résiste à l'oxydation, et ce qui va être problématique. Par contre, dans le cas des oxydes lamellaires, quand le potentiel est moindre, et vous voyez qu'en ce cas, on n'est pas être limité à 2,8 volts. Ce qui veut dire que là aussi, on va avoir une sécurité avec le sodium-ion, cependant, il va dépendre de la chimie. Et en effet, si on regarde une fois de plus ce qui se passe dans ce cas, c'est-à-dire qu'on a une oxydation de la SEI, d'où il va falloir de nouveau ajuster les solvants pour faire en sorte que cette SEI, qui puisse se former, soit relativement stable jusqu'à des potentiels de 3,7 ou 3,8 volts. Et c'est exactement cela qu'on voit ici, dans lequel on va utiliser encore une électrolyte mère dans laquelle le PC sera la truc principale. Donc par conséquent, le message que je voudrais vous donner aujourd'hui ici, c'est que les technologies sodium-ion, définitivement, on peut les décharger jusqu'à 0 volts sans risque, je dirais, de feu, ainsi de suite. C'est une propriété intrinsèque de la technologie sodium-ion. Cependant, dépendant des chimies, et plus vous allez utiliser un matériau d'électrode positive très oxydant, là, il va falloir que vous ajustez quand même légèrement l'électrolyte pour avoir ces avantages, et ainsi de suite. Donc voilà un peu vous raconter ce qui se passe au niveau des électrolytes et ces recherches dans ce domaine. Alors pour terminer cet aspect sur les électrolytes, j'espère que vous êtes convaincu que la recherche sur les électrolytes est un problème complexe qui manque d'approche rationnelle. Et pour dire, je dirais qu'un électrolyte
ne sera optimisé que lorsque vous, directement, vous mourrez. Là, vous pouvez avoir dit, j'ai optimisé mon électrolyte. Et pour vous donner un exemple, je vais prendre tout simplement ici le cas de recherches qui se font actuellement au laboratoire sur l'intégration d'électrodes d'étain dans les accumulateurs sodium-ion, où là, on a des problèmes d'électrolyte. Mais c'est pour vous donner une idée, des recherches qui ont été commencées il y a de cela un an et demi, où voilà directement toutes les pistes qui ont été, vous voyez, imbriquées, qui ont été étudiées, et à ce jour, eh bien, on n'a toujours pas la solution pour avoir une électrode qui fonctionne. D'où la question qu'on peut se poser actuellement, c'est est-ce que ces recherches vont dans la bonne direction, et est-ce qu'on ne pourrait pas court-circuiter tout ça? Alors bien sûr, si vous regardez la littérature, vous avez beaucoup de propagande sur tout ce qui est l'intelligence artificielle et combiner l'intelligence artificielle avec la robotique. Mais hélas, si je veux dire, depuis plus ou moins 5 ou 6 ans que tout ça s'est lancé, il y a des laboratoires qui ont installé, je dirais, des systèmes de robotique relativement impressionnants. Et bien, à ce jour, eh bien, on n'a pas encore été capable de directement sortir, configurer un électrolyte qui puisse s'adapter à tous ces systèmes. Donc voilà, si vous voulez, le message que je voulais vous dire en ce qui concerne les électrolytes liquides. Et cela va m'amener à la seconde partie de ce cours, dans lequel maintenant, je vais passer du cas du liquide au cas du solide. Vous allez voir, et peut-être reterminer par le liquide, parce que vous verrez qu'à la fin, on va arriver sur des matrices vitreuses qui vont directement, je dirais, se comparer à du liquide. Alors, lorsqu'on va passer au tout solide, vous allez voir que tous ces points additifs ne vont pas être là. Mais vous allez avoir des problèmes aussi complexes d'interface. Alors tout d'abord, pour vous rappeler, puisque l'an dernier j'avais donné le cours dans ce domaine, pourquoi le tout solide génère beaucoup, je dirais, d'enthousiasme parmi la communauté des batteries, bien sûr, mais surtout les industriels. C'est pour la bonne et simple raison qu'effectivement, on pourrait avoir des avantages au niveau de la sécurité, au niveau de la densité d'énergie, mais également des avantages, je dirais, au niveau du coût de ces différents systèmes. Et à ce titre, je vous ai mentionné ici, finalement, les différents composants de la batterie pour montrer que, finalement, la partie jaune, qui constitue le séparateur, c'est-à-dire ce qu'on va essayer de remplacer par l'électrolyte solide, eh bien, est la partie la plus coûteuse de l'accumulateur. D'où, par conséquent, là aussi, développer le tout solide, ça va être un problème d'électrolyte, cette fois tout solide. On va voir comment les ions peuvent directement se dépasser dans un tout solide, avec les interphases et surtout des problèmes d'assemblage. Alors si je regarde maintenant eh bien, les différentes familles de composés, eh bien, on va retrouver finalement presque toutes les familles qu'on avait rencontrées l'an dernier lors de cette étude sur les batteries, le tout solide au lithium. On va voir la famille, bien sûr, des nassicones, des sulfures, des halogénures, des hydrides, et également, dans ce cas, des oxychlorures. Et la question, bien sûr, va être tout simplement de trouver, d'identifier quel va être le meilleur électrolyte pour, dans ce cas, eh bien, obtenir les meilleures performances d'accumulateurs. Alors si on regarde comment tous ces conducteurs ioniques ont été développés au cours des années, on s'aperçoit que l'histoire elle commence depuis quand même pas mal de temps, depuis 1960, avec l'alumine bêta. Alumine bêta, dont je vous ai mentionné, je crois, au premier cours, comment celle-ci avait été utilisée dans les batteries haute température de type Zebra et autres. Ensuite, il y a eu pas mal d'études sur les chalcogénures, d'ailleurs beaucoup d'études à Bordeaux, d'ailleurs, il y a cela 30 ans. Ensuite, des études sur d'autres composés, que sont, bien, dans ce cas, des phosphosilicates, également des boranes, carboboranes, et ainsi de suite. Et ce qu'on va voir ici, eh bien, c'est maintenant comment ces recherches ont évolué différemment et qu'est-ce qui se passe au niveau des avancées récentes. Alors tout d'abord, je vais essayer de suivre, si je peux dire, un ordre chronologique, en commençant par les oxydes, ensuite en passant aux sulfures, et en continuant sur les halogénures, les oxysulfures, et ainsi de suite. Alors si je regarde directement au niveau des structures de type nasicon, eh bien, ce qui est intéressant, c'est qu'on prend ces structures dans lesquelles vous avez ici le phosphate de zircone et le silicate de zirconium. Vous avez dans ce cas deux structures rhomboédriques dans lesquelles différents sites cristallographiques sont occupés. Et maintenant, si vous allez remplacer ou substituer directement une partie du zirconium par le silicium, vous allez dans ce cas, eh bien,
engendrer une distorsion de la maille vers directement une maille monoclinique. Et dans ce cas, vous allez avoir 5 sites pour le sodium plutôt que 3 sites. Vous allez avoir un désordre du sodium à l'intérieur de cette structure, et c'est la raison pour laquelle ce matériau présente une conductivité ionique de 1 millisiemens à 55 degrés C. Et ce matériau est relativement intéressant. Il a étudié directement pour faire, ou du moins des batteries. Et ça, ce que je reprends ici, c'est les travaux de John Godinoff, de cela, je dirais, pas mal d'années, dans lesquels il a essayé directement de contourner la difficulté que lorsque vous mettez du sodium en contact avec un matériau type nasicone ou ainsi de suite, et bien dans ce cas, vous n'avez pas une très bonne mouillabilité. Donc pour ce faire, eh bien, on prend dans ce cas du sodium sur lequel on chauffe le matériau à une température de 300 à 400 degrés C, et de façon instantanée, il se développe dans ce cas une réaction de surface qui fait en sorte qu'on a une mouillabilité de la surface comme indiqué ici. Et grâce à cela, on peut par la suite monter des accumulateurs à base de sodium. Une autre approche qui a été aussi poursuivie à l'époque a été, dans ce cas, d'insérer je dirais un feuillet ou un tampon d'un électrolyte polymère juste à l'interface entre le sodium et, dans ce cas, cette structure de type nasicone pour avoir une meilleure interface et empêcher la croissance de dendrites. Et grâce à cela, eh bien, on peut obtenir une batterie tout solide qui fonctionne à une température de 60 degrés à une pression atmosphérique normale. Donc voilà, si vous voulez, à peu près les travaux qui se font dans ce système. Ensuite, il y a eu des poursuites de ces travaux dans lesquels, eh bien, une fois de plus, si je peux dire, dans le cas du liquide, pour améliorer les électrolytes, je vous parlais d'additifs, ainsi de suite, et maintenant je suis dans le solide, où on va parler systématiquement comment on peut augmenter le nombre de défauts, comment on peut augmenter le nombre de lacunes, ou ainsi de suite, pour augmenter la conductivité ionique. Et on va jouer beaucoup avec l'ionocovalence du matériau et des liaisons. Alors pour ce faire, il va y avoir 2 stratégies, où on va faire des substitutions chimiques. Je pense que le reste de cet exposé va être très lourd en substitution chimique. Vous allez voir tout ce qui se fait. Et là, eh bien, on va avoir 2 stratégies. La première va être directement de remplacer, dans ce cas, eh bien, le zircone par, dans ce cas, des éléments qui vont être divalents comme le nickel ou trivalents comme le manganèse. Et dans ce cas, on va directement modifier la morphologie, vous le verrez par la suite. Ou alors, on va tout simplement, dans ce cas, remplacer par des éléments qui sont pentavalents, comme indiqué ici, le niobium, voire hexavalent comme le molybdène, ainsi de suite. Et si on fait cela, on s'aperçoit qu'il y a certaines substitutions qui vont donner des conductivités ioniques plus importantes. Tout simplement, la substitution par le nickel, vous voyez qu'en ce cas, c'est là où on obtient la conductivité ionique la plus importante, qui est aux alentours de 2,3 millisiemens par centimètre. Par contre, si on prend le cas maintenant du niobium ou du molybdène, on s'aperçoit que les conductivités ioniques sont beaucoup plus faibles. Par contre, si vous regardez bien, cette substitution va également entraîner une modification au niveau de la morphologie. C'est-à-dire que dans le cas de la substitution par le nickel ou le manganèse, vous allez avoir des grains qui sont faiblement liés entre eux, alors que dans le cas du molybdène et autres, vous allez avoir une densification des joints de grains. Et cette densification des joints de grains va être relativement importante pour empêcher la croissance de dendrites au niveau de l'interface. Alors pourquoi, finalement, cette substitution et pourquoi ces valeurs de conductivité ionique augmentent? Eh bien, tout cela est, je dirais, simplement lié au tunnel de diffusion du sodium dans ces structures, c'est-à-dire au chemin d'étranglement du sodium dans ces structures. Et vous voyez que lorsque vous passez, finalement, substitué par le nickel, vous avez un élargissement de ce chemin d'étranglement, ce qui fait que vous allez avoir une meilleure diffusion. Et ça, une fois de plus, c'est lié à l'électronégativité des éléments 3D qui vont modifier l'ionocovalence des liaisons et qui vont faire en sorte de renforcer ou rabaisser les interactions sodium avec les parties oxydes de ce composé. Donc voilà, si vous voulez, les raisons pour lesquelles on a de telles variations. Alors ces telles variations, on peut les exploiter. Et ici, vous avez ce qui se fait grâce à ces matériaux.
voyez, des batteries tout solides qui sont basées sur le NVP. De nouveau, c'est phosphosilicate et le sodium, avec les courants en cyclage. Vous avez les courants en puissance. Et là, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'au courant en puissance, vous voyez que dans le cas du nickel, où dans ce cas, eh bien, j'ai une interface qui est relativement meilleure que dans le cas du molybdène. J'ai une plus forte performance en puissance. Ensuite, si vous prenez maintenant la tenue en capacité, vous voyez que c'est le molybdène, où dans ce cas, j'ai une interface relativement dense qui va empêcher la croissance de la dendrite et qui permet directement d'obtenir cette performance. Mais attention, vous voyez que dans ce cas, j'ai mis en haut, tous ces tests ont été faits avec une infiltration d'électrolytes, une faible quantité, certes, à l'électrode positive. Et ça, c'est la problématique de toutes les batteries aujourd'hui commercialisées, c'est qu'elles contiennent chaque fois un peu de liquide dans une des électrodes. Alors la question, c'est finalement, est-ce que l'on peut contrecarrer cela et faire en sorte d'avoir des batteries tout solides sodium? Et là, je vous ai illustré des travaux récents qui sont faits en Allemagne par Olivier Guillaume, d'ailleurs, qui travaille pas mal sur les batteries tout solides au sodium, dans lequel, dans ce cas, eh bien, il va tout simplement construire son séparateur par une méthode d'infiltration. Alors, ce qu'il fait, pour l'illustrer, on voit les deux structures avec lesquelles on va parler, la structure électrolyte et ici le matériau actif. Et dans ce cas, on va faire une solution réactive pour préparer un NVP qu'on va infiltrer dans cet électrolyte. Alors, pour ce faire, bien, le procédé est indiqué ici. On va partir tout d'abord d'une structure, je dirais phosphosilicate, qui va être structurée avec une partie dense et une partie supérieure dans laquelle vous allez mettre un mélange avec de l'amidon. Vous allez chauffer cet amidon dans la partie supérieure, va vous laisser une porosité. Et ensuite, dans cette porosité, vous allez préparer dans ce cas eh bien, des solutions de NH4PO4 plus éthanol amine qui, dans ce cas, va favoriser la solubilité des vanadiums, plus améliorer la mouillabilité de la solution de phosphate avec la nasicone, pour, dans ce cas, eh bien, obtenir ensuite, par des fritages haute température, eh bien, une matrice dans laquelle vous allez avoir intégration de NVP à la surface de votre conduction ionique. Et grâce à cela, eh bien, il a pu démontrer la microstructure. Vous voyez très bien les différents composants. Vous voyez directement que le NVP eh bien, est en train directement de se mettre autour de la porosité. Vous avez encore une porosité restante, je dirais, de 2 à 3%. Et grâce à cela, eh bien, il a pu directement faire fonctionner des accumulateurs tout sodium, sans liquide du tout, avec, bon, bien sûr, des courants de 35,2 microampères par centimètre carré, bon, ce qui n'est pas génial, mais vous pouvez voir la tenue en cyclage et surtout eh bien, la qualité de l'interface entre les différentes électrodes et électrolytes. Et ces performances en puissance sont indiquées ici. Là aussi, regardez, on n'a pas des régimes de 5C ou 10C comme je mentionnais auparavant, mais on est tout simplement à des courants pouvant aller quand même jusqu'à 80 microampères par centimètre carré, ce qui est quand même une belle démonstration de la possibilité de construire des batteries tout solides avec le sodium. D'où ça, cette classe de matériaux qui a été utilisée. Ensuite, eh bien, poursuivant ces études, il y a une autre famille de matériaux qui est fortement utilisée ici, qui sont les fameuses phases des silicates, comme mentionné ici par la formule sodium 5, Y, Si4O12. Là aussi, c'est des matériaux qui sont utilisés depuis fort longtemps, ces silicates de terre rares, mais la difficulté a été finalement d'avoir des phases relativement pures. Et au cours des années, des méthodes de synthèse ont été développées pour obtenir des matériaux relativement purs. Et cela eh bien, peut s'étendre, je dirais, à pas mal de composés et à la plupart de terres rares. Ce que vous regardez ici, c'est que vous comparez finalement les conductivités ioniques de ces fameux silicates en rouge avec ceux des nasicones que je vous ai mentionnés auparavant. Vous voyez qu'en ce cas, on a des conductivités ioniques avec certains éléments qui peuvent être, je dirais, de la même ordre de grandeur. Mais ce qui est intéressant dans tout cela, c'est que lorsqu'on utilise ces silicates, on peut avoir des températures de fritage qui sont beaucoup plus faibles que celles des nasicones. Et c'est la raison pour laquelle eh bien, pas mal de recherches sont portées là-dessus. Et là aussi, vous avez des variations de conductivité ionique que l'on peut relier entre structure et propriété. Et ce que j'ai montré ici, c'est ce qui se passe. Tous les composés de cette famille peuvent être synthétisés avec les différentes terres rares.
vous voyez que dans ce cas, lorsque je vais augmenter mon rayon ionique, eh bien, je vais, dans ce cas, augmenter le volume de la maille et, automatiquement, la conductivité ionique va augmenter puisque j'ai beaucoup plus de place pour la diffusion du sodium. Par contre, l'énergie d'activation va aller en sens inverse et va également être le plus faible lorsque la diffusion sera la plus importante, c'est-à-dire avec les rayons ioniques qui seront les plus élevés. Donc voilà, si vous voulez, ce qui se fait dans cette famille, je dirais, des silicates. Bon, ensuite, on peut regarder ces performances. Et là, voilà ce qui a été rapporté au niveau des performances de ces différentes structures, dans lesquelles on voit ici des courbes de cyclage dans le cas d'une technologie avec NBP. Mais vous voyez ici qu'il y a des problématiques pas mal de problématiques avec des irréversibilités importantes lors du premier cycle. Alors tout cela, eh bien, c'est quand même des matériaux relativement intéressants, surtout dans la fabrication de couches et même de feuillets. Et là aussi, c'est toujours des travaux du même groupe, d'ailleurs en Allemagne, dans lesquels ils ont étudié plus spécifiquement ce système, en essayant, je dirais, d'augmenter cette conductivité ionique, c'est-à-dire que vous partez dans ce cas d'un silicate zirconium, dans lequel on va, dans ce cas d'yttrium, excusez-moi, dans lequel on va doper par la zircone, et on va regarder finalement quelles sont les conductivités ioniques les plus importantes. Et là, ces études montrent qu'il y a une solution solide, avec, dans ce cas, eh bien, un maximum pour une teneur en zircone de 0,08. Et là aussi, ce qui est intéressant, c'est ces matériaux, ils ont pu être procédés ou, je dirais, manipulés pour en faire, je dirais, des feuillets. Et vous avez ici le procédé qui a été mis au point, dans lequel il a été obtenu par une coulée de bande, et on peut avoir des feuillets de ces matériaux sur des millars que l'on peut friter et ensuite avoir des feuilles de céramique à relativement haute température. Donc voilà, si vous voulez, ce qui se fait aujourd'hui au niveau de ces électrolytes à base d'oxyde, c'est-à-dire de type nasicone ou de type silicate, dans le domaine du tout solide. Important, c'est que ces matériaux sont, je dirais, très stables à l'électronégatif, c'est-à-dire vis-à-vis du sodium. Il y a seulement des problèmes de moulabilité qu'il faut résoudre. Malheureusement, ils sont également sensibles à l'air. Celui-ci est certainement moins sensible que les autres, mais il faut, je dirais, les conserver dans des atmosphères, je dirais, anides. Donc voilà, si vous voulez, le cas des oxydes. Ensuite, on va passer maintenant dans le cas des sulfures, qui sont les matériaux les plus utilisés aujourd'hui. Alors ces matériaux, bien comme je vous l'ai dit, c'est des matériaux qui ont été travaillés depuis plus de 20 ans, dans lesquels, dans ce cas, eh bien, on regardait les différents types de composés, notamment, c'était des amorphes. Il y a eu des études d'un japonais, Hayashi, dont la photo est indiquée ici, qui a travaillé beaucoup sur ces composés et s'est amusé à faire des vitrocéramiques. Et des vitrocéramiques qui chauffaient à 420 degrés, ainsi de suite, et qui avaient directement la phase tétragonale, c'est-à-dire dans laquelle, dans ce cas, vous avez une structure qui est constituée de tétraèdres, qui sont des tétraèdres PCS4, avec le sodium dans des octaèdres. Mais, à haute température, eh bien, il était possible d'obtenir une phase cubique, et grâce à une astuce expérimentale, eh bien, pour une raison X ou Y, il s'est arrêté à 270 degrés C, et dans ce domaine de température, eh bien, il a pu synthétiser cette fameuse phase, qui est la phase bêta Na3PS4, qui est une phase cubique, et qui a une conductivité de 0,2 millisiemens. Et c'est cette phase qui va être utilisée actuellement fortement dans tout l'assemblage des batteries tout solides. Alors cette phase, eh bien, elles peuvent se transformer, et elles peuvent se transformer à haute température, puisque vous obtenez dans ce cas une phase de type gamma, Na3PS4. Et cette phase de type gamma est relativement intéressante, parce qu'elle montre une conductivité exacerbée, qui est une conductivité de 300 millisiemens par centimètre. Et ça, c'est très intéressant, car dans ce cas, il a été montré eh bien, que cette conductivité provenait tout simplement d'un mouvement de rotation des octaèdres, comme indiqué ici. C'est-à-dire que c'est un moulin à vent qui va directement, je dirais, si je peux dire, faciliter la conduite bien, du sodium dans ces composés. Et ça, eh bien, c'est relativement intéressant, et vous allez voir, ça va revenir par la suite dans certains composés. Mais il en demeure que cette phase bêta, la 3PS4, a été, je dirais, une avancée clé
dans le domaine des sulfures. Alors ensuite, une fois qu'il y a une avancée dans un domaine, eh bien, c'est comme toujours, on va repartir dans les substitutions. Et les substitutions, elles vont être relativement nombreuses. Tout d'abord, des substitutions dans la phase eh bien, Na3PS4, où maintenant, eh bien, on va remplacer le phosphore par l'antimoine. On va faire tous les composés indiqués ici. Ensuite, eh bien, on va remplacer le soufre par le sélénium et faire une fois de plus toutes les étapes intermédiaires. Et là, j'essaie de résumer finalement une quinzaine de papiers à, je dirais, une seule photo, comme indiqué ici. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que lorsque vous allez faire toutes ces substitutions, soit par le soufre, par le sélénium, eh bien, dans ce cas, vous allez avoir de nouveau une expansion, un élargissement, je dirais, des tunnels de diffusion, qui vont être associés à des ions sélénium qui sont encore de taille plus importante et avec plus haute polarisabilité. Et c'est la raison pour laquelle vous avez une augmentation du tunnel de diffusion qui va faciliter la conduction du sodium. Ensuite, il y a eu d'autres travaux qui maintenant vont se focaliser sur les phases à l'antimoine, dans lesquelles, dans ce cas, on va y mettre des substitutions par le tungstène, ou alors, une fois de plus, par le molybdène, par le silicium, l'étain ou le germanium. Avec, vous voyez, chaque fois les mêmes problématiques. Lorsque vous mettez, je dirais, un pentavalent, bien automatiquement, dans ce cas, vous allez automatiquement avoir des lacunes sodium. Et lorsque vous mettez un divalent ou un trivalent, vous allez avoir un excès de sodium. D'où on joue toujours avec cela. Et on peut également jouer avec l'abroyage pour faire du défaut. Et là, eh bien, grâce à ces substitutions, eh bien, un composé, dont la formule est indiquée ici, a été, je dirais, découvert, toujours par le même groupe japonais, qui a une conductivité de 40 millisiemens par centimètre. Et ça, aujourd'hui, je crois que c'est le matériau qui a la plus grande conductivité. Et vous allez voir, celle-ci a été améliorée très rapidement. Alors, la dernière réellement avancée, je dirais, qui est quand même relativement spectaculaire dans ce domaine, a été sur ce même matériau, dans laquelle des méthodes de synthèse différentes ont été, je dirais, étudiées. Et là, je dirais, c'est une méthode de synthèse intéressante, où on se démarque du broyage mécanique, où dans ce cas, eh bien, les auteurs ont profité du fait eh bien, que les polysulfures présentent un point de fusion relativement bas, et ce point de fusion peut être ajusté par les teneurs en soufre. D'où par conséquent, eh bien, on va utiliser ces polysulfures comme flux réactionnel pour préparer ces phases dont je l'ai mentionné avec le tungstène et ainsi de suite. Et grâce à cela, eh bien, vous prenez directement ces polysulfures dans lesquels vous allez directement injecter en stoichiométrique les éléments par eux-mêmes, c'est-à-dire que vous allez mettre dans ce cas du bore, de l'antimoine ou du tungstène, et vous allez pouvoir obtenir ces phases, comme indiqué ici, et notamment cette fameuse phase, vous voyez, indiquée ici, dont la conductivité maintenant est de 125 millisiemens par centimètre. Et ça, aujourd'hui, je crois que c'est le record des conductions ioniques dans le cas du sodium pour des conducteurs. Et bien sûr, une fois de plus, grâce à cela, eh bien, des cellules ont été assemblées. Dans ce cas, vous voyez qu'on a toujours pareil l'électrode d'éthène que j'ai mentionné auparavant. Vous avez ensuite, dans ce cas, eh bien, le conducteur ionique, et vous avez un mélange TiS2, conducteur ionique en positif. Et voilà les courbes électrochimiques. Et là, notez, je dirais, les puissances, on est en train de parler pas de microampes, mais de milliampes par centimètre carré. Ça veut dire qu'en ce cas, eh bien, vous pouvez avoir, je dirais, des densités ou des puissances relativement intéressantes. Alors, ce matériau est intéressant, mais il y a un problème. Le problème, c'est que, une fois de plus, il fonctionne très bien à l'électrode positive, mais faites attention, qu'est-ce qu'il y a dans ce matériau? Il y a l'antimoine. Et cet antimoine, eh l'électron négatif va être réduit. Il va y avoir, dans ce cas, une réduction de l'antimoine et une décomposition du matériau. Et c'est la raison pour laquelle on ne pourra jamais l'utiliser. Comme on avait vu, d'ailleurs, l'an dernier avec les halogénures, il faudra toujours une couche tampon entre le sodium et le conducteur ionique. Donc voilà, je dirais, ce qu'en est ce matériau. Et bien sûr, que vous mentionnez, de tous les conducteurs ioniques, je dirais, chalcogénures au soufre, et ainsi de suite, eh bien, c'est ce matériau aujourd'hui qui a la plus grande conductivité ionique. Mais, une fois de plus, qui n'est pas des plus utilisés en raison de sa faiblesse au niveau en réduction. Alors ensuite, eh bien, on va passer maintenant à d'autres composés qui sont des halogénures. Alors les halogénures, on en a beaucoup parlé dans le cas du lithium, mais on va revenir, je dirais, dans le cas du sodium, avec finalement, vous allez voir, les mêmes problématiques ou les mêmes approches. Alors on va tout d'abord
commencer par des structures de type UCl3, qui sont indiquées ici, sont des structures qui peuvent être dérivées des structures zéolites, dans lesquelles, dans ce cas, eh bien, on a, comme vous pouvez voir ici, eh bien, des lacunes dans le plan AB, et ces lacunes dans lesquelles les ions de sodium vont aller se loger, entre autres. Nous on peut avoir, une fois de plus, des substitutions à l'intérieur de ces matériaux, et ce qu'on va faire, c'est que dans ce cas, on va tout simplement regarder la préparation de composés, de formules générales Na-X, CDRX et Na-X, Cl4. Bien sûr, vous pouvez retomber sur ces formules indiquées ici par de simples facteurs multiplicatifs. Et par broyage, bien là aussi, on va pouvoir, dans ce cas, eh bien, obtenir des composés avec de haute conductivité. On va faire ce genre de dopage avec, une fois de plus, dans ce cas, on peut obtenir des conductivités qui vont aux alentours de 2,9, 10-4 Siemens par centimètre. Des accumulateurs ont été fabriqués, dont la configuration est indiquée ici, et chaque fois, bien sûr, on vous rapporte les performances, mais à des régimes relativement lents, comme vous voyez ici. Donc, dans ces recherches, ce qui est intéressant, c'est que automatiquement, les gens vont améliorer la conducteur ionique, et à la fin, eh bien, ils se doivent, pour écrire un papier, de mettre les 3 électrodes ensemble pour montrer qu'il y a une certaine performance et qui est relativement intéressante, et bien sûr qui est projetée pour avoir un futur. Mais hélas, très peu de futur apparaît dans tout cela. Ensuite, on va passer à des structures qui vont vous aller plus familières. C'est des structures maintenant de type spinel, ou, et ça c'est le travail d'encore notre groupe japonais, un groupe du professeur Kano, dans lequel, dans ce cas, eh bien, dans le cas du lithium, on avait bien vu que certains conducteurs, certains matériaux, certains spinels, notamment la phase lithium 2, Cl, Cl4, avaient une conductivité ionique, comme indiqué ici, de 300 millisiemens directement à 400 degrés C. D'où par conséquent la question qui se posait, finalement, est-ce qu'on peut faire la même chose dans le cas du sodium? Et la réponse, eh bien, on va essayer directement de voir ce qui se passe. Effectivement, dans le cas du sodium, on peut préparer ces phases, mais la situation est un peu plus complexe, c'est-à-dire qu'on va obtenir dans ce cas deux types de structures. On va obtenir une structure de type spinel, classique, et voilà les composés de type spinel qui ont des conductivités indiquées ici à 400 degrés C, et on va directement obtenir un composé de structure, je dirais, type SR2PbO4. C'est une structure qui consiste directement de chaînes d'octaèdres à arêtes partagées le long de l'axe C, avec ces chaînes qui sont reliées par directement des prismes trigonaux dans lesquels le sodium va se situer. Et bien sûr, c'est la contrainte au niveau de ces prismes qui va générer, qui va réglementer la conduction de ces matériaux. Et si on prépare ces phases, bien on s'aperçoit dans ce cas qu'on a des conductivités ioniques ou des énergies d'activation qui varient comme indiqué ici. C'est-à-dire que la phase qui a la meilleure conductivité ionique est la phase au cadmium, et ainsi de suite. Alors la question, c'est qu'en ce cas, on peut relier une fois de plus ces conductivités ioniques à des paramètres structuraux, notamment à la liaison NaCl. Et on s'aperçoit que dans ce cas, bien lorsque la distance directement NaCl augmente, dans ce cas, eh bien, on a une décroissance directement de la conductivité ionique. Et tout cela eh bien, peut s'expliquer, je dirais, en regardant clairement ce qui se passe au niveau de ces prismes trigonaux. En effet, ces prismes trigonaux, comme vous voyez ici, vous avez le sodium à l'intérieur, vous regardez les liaisons sodium-chlore. Et c'est ces liaisons sodium-chlore, c'est-à-dire finalement le degré d'ionicité, qui va gouverner quelle va être, dans ce cas, eh bien, la performance en termes de conductivité ionique. Et vous voyez qu'en ce cas, vous avez le cas du chromium, ou du chrome, excusez-moi, qui est, je dirais, un peu à part. Eh bien, pourquoi? Parce que vous savez tous que le chrome eh bien, en son état plus 2, c'est-à-dire qu'on va avoir dans ce cas un D4, et un D4 est un ion qui présente un effet iantellaire, et cet effet iantellaire eh bien, va être associé, ou va conduire à une distorsion de la maille, et on va passer dans une maille de type monoclinique, raison pour laquelle vous allez modifier finalement l'environnement du sodium, les distances sodium-chlore, d'où par conséquent, vous allez modifier la conductivité ionique de ce matériau. D'où, là aussi, on a des conductivités ioniques qui sont nettement plus faibles dans le cas des composés au sodium que dans le cas des composés au lithium. D'où voilà ce qui se fait au niveau de ces matériaux spinels actuellement. Et, puisque j'ai anticipé perovskite, allons maintenant voir
ce qu'est les pérovskites. Alors les pérovskites, là aussi, c'est des matériaux qui sont très utilisés ou très étudiés d'un point de vue conduction ionique. Vous avez la structure classique, une pérovskite, ABO3, et dans ce cas, vous avez la formule qui est représentée comme indiqué ici. Alors cette pérovskite, elle peut être double, dépendant de la répartition des atomes A et B, comme indiqué ici par les lettres B, B' et A. Alors la difficulté qu'il y a, c'est qu'en ce cas, on va mettre le sodium à l'intérieur des cavités, c'est-à-dire à l'intérieur de ce cubo-octaèdre. Et il se trouve que ces ions de sodium sont trop petits pour aller à l'intérieur de ce cubo-octaèdre. Donc par conséquent, il va falloir que la structure s'ajuste à cela. Il va y avoir un ajustement de la structure qui va se faire par une inclinaison de tous les octaèdres. Et on va finalement mesurer cette inclinaison des octaèdres en fonction des taux de substitution. Et vous allez voir que ce paramètre va être un paramètre important pour comprendre la relation structure-propriété. Alors on peut faire ça, et on peut préparer des phases de type Na3, MCl6, comme indiqué ici. Et dans ce cas, vous avez les différents matériaux avec les conductivités ioniques qui sont des conductivités ioniques qui sont de 10⁻⁵ millisiemens. Je pense que j'ai fait une erreur ici, ça va être directement du Siemens. Ensuite, eh bien, on peut aller à des structures relativement différentes, qui sont des structures de type Na2ZrCl6, qui, par broyage mécanique, vont vous donner de nouveau une structure pérovskite double distordue, comme indiqué ici, avec des lacunes. Et enfin, on peut changer la stoichiométrie et diminuer, dans ce cas, le nombre de sodium, pour avoir, dans ce cas, eh bien, des pérovskites qu'on appelle double-double, dans lequel, dans ce cas, vous allez avoir deux lacunes. Et de nouveau, dans ce cas, on a des conductivités de 10⁻⁵ Siemens qui sont trop faibles pour les applications. Alors, cette structure est intéressante. Et une fois de plus, la question, c'est comment on peut ajuster et améliorer la conductivité ionique. Eh bien, une fois de plus, on va avoir recours à des substitutions. Alors, recours à ces substitutions, eh bien, on va tout simplement maintenant avoir les composés dans lesquels on a d'un côté eh bien, un métal qui est à l'état plus 3 et de l'autre côté un métal qui est à l'état plus 4. Et on va faire des substitutions, deux types de substitutions. Dans un premier temps, on va faire un dopage, eh bien, remplacer dans ce cas l'élément trivalent par du zirconium. Et dans ce cas, eh bien, on va, comme on peut voir ici, obtenir des conductivités de 0,04 millisiemens. Et lorsqu'on fait cela, eh bien, automatiquement, on va créer des lacunes. Et notez ici, regardez bien, c'est-à-dire que, vous voyez, l'angle d'inclinaison qui va varier au fur et à mesure que je vais augmenter mon taux de zircon dans ce matériau. Et ça, eh bien, cet angle d'inclinaison va affecter les tunnels de diffusion du sodium et par conséquent modifier la conductivité ionique. Et vous voyez que la conductivité ionique eh bien, passe par un maximum lorsqu'il y a une variation de cet angle d'inclinaison. Maintenant, si on regarde les autres composés dans lesquels maintenant eh bien, on part d'un plus 4 et on va substituer par l'indium, eh bien, on s'aperçoit qu'en ce cas aussi, on passe par un maximum dans la conductivité ionique de ce matériau. Alors la question qu'on peut se présenter, c'est ces substitutions, malgré qu'elles conduisent directement à des conductivités relativement faibles, est-ce qu'elles peuvent présenter un intérêt au niveau des applications? Et a priori la réponse est oui, puisque un groupe de recherche, notamment aux États-Unis, le groupe de Shirley Meng, a montré qu'elle pouvait utiliser ces matériaux pour améliorer les interfaces. Alors ce que vous regardez ici, eh bien, tout simplement, c'est que dans ce cas, vous avez des matériaux eh bien, de type Na, Y, ZrCl6, comme je mentionnais auparavant. Vous voyez ici les différentes substitutions, avec aux alentours de 0,75, eh bien, vous avez dans ce cas la meilleure conductivité ionique, mais regardez, on a une conductivité ionique de 6 multiplié 10,5 par centimètre, ce qui est totalement inutile, si je veux dire, d'un point de vue conducteur ionique. Par contre, eh bien, ce matériau eh bien, a un avantage, ou du moins il a été montré, qu'il y a un avantage au niveau d'abord stabilité électrochimique, puisqu'en ce cas, eh bien, il n'y a pas de réaction parasite jusqu'à des potentiels de 3,9 volts dans ce cas vis-à-vis du sodium. Mais également, ce qui est intéressant, c'est les résistances d'interface et surtout, quelle est, dans ce cas, l'origine de la conduction ionique. Et dans ce papier, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tout simplement fait de la modulation dynamique pour regarder finalement la diffusivité ou
les mouvements des différents cations de la structure. Ils ont essayé tout simplement de prendre cette structure et de finalement figer les atomes, dans ce cas eh bien, de chlore, mais ils s'aperçoivent que dans ce cas, eh bien, il n'y a aucune diffusivité. Par contre, si maintenant ils ne figent pas eh bien, ces atomes de fluor, ils s'aperçoivent directement que la diffusivité augmente considérablement. Eh bien, tout cela, une fois de plus, est expliqué par tout simplement la coopération coopérative de ces groupements MCl6, comme je vous ai mentionné auparavant, eh bien, cet effet rotationnel. D'où c'est cet effet rotationnel qui permet d'avoir cette conductivité et un matériau dans lequel il y a un très bon transfert de charge aux interfaces en conséquence. Et grâce à cela, eh bien, ils ont pu démontrer la possibilité d'utiliser ce matériau pas comme conducteur ionique, mais simplement comme directement liant ou conducteur ionique, si vous voulez, pour l'électrode positive, c'est-à-dire pour faire en sorte qu'il n'y ait pas une oxydation d'une réactivité entre, dans ce cas, eh bien, les composés lamellaires de type NaCrO2 et ces conducteurs ioniques, ces matériaux de type NaYCl6. Donc voilà, si vous voulez, en quoi ce matériau peut présenter un certain intérêt. Alors ça, c'est une substitution qui a lieu eh bien, entre un élément, je dirais, yttrium et un zirconium, c'est-à-dire tétravalent. Ensuite, eh bien, ce qui s'est fait, comme auparavant, c'est que maintenant, on va regarder dans le cas des éléments pentavalents. Et dans ce cas, c'est les travaux d'un groupe allemand de Zeyer sur ces matériaux. Et pour ce faire, eh bien, ils ont tout simplement préparé ces composés qui sont de la formule Na3-X, In3+, Ta+5, XL6, avec un mélange de 0,5 Na3 et NCl6 et TaCl6. Alors dans ce cas, on peut également regarder la structure. Ces structures, eh bien, je vais présenter ici la variation du volume. Vous voyez qu'en ce cas, au fur et à mesure que je fais la substitution, le volume décroît. Ensuite, vous voyez que je remporte également ce fameux angle d'inclinaison. Et là aussi, vous voyez que cette inclinaison augmente autour de 0,5, 0,6. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on rapporte tout simplement les occupations des sites A et des sites B dans cette structure perovskite. Et vous voyez qu'eux aussi eh bien, vont varier, et cette occupation va diminuer au fur et à mesure que vous allez, dans ce cas, rentrer du sodium, rentrer du tantal à l'intérieur. Et enfin, comme j'avais mentionné d'ailleurs au départ lors d'une substitution, eh bien, celle-ci va également modifier, je dirais, la morphologie au niveau des grains, avec, dans ce cas, eh bien, des structures plus ou moins cristallines, des structures cristallines et des structures plus ou moins amorphes, comme vous voyez ici. Et si je fais la combinaison de tout cela, eh bien, on a tout simplement l'évolution indiquée ici. On part d'un système ordonné pour aller sur un système désordonné. Mais regardez, on a un maximum à une valeur de 0,5, 0,6, dans lequel on a eh bien, une très faible cohérence, si on regarde tout simplement la cristallinité du matériau, et également où on a un maximum eh bien, dans l'angle d'inclinaison au niveau de la perovskite. D'où dans ce cas, eh bien, je dirais que ces conductivités ioniques sont associées à des distorsions et des changements de morphologie au niveau des matériaux. Donc, par conséquent, on arrive maintenant à avoir des matériaux où on arrive à comprendre ces différents types de matériaux, et la question c'est est-ce qu'on peut encore améliorer tout cela. Alors pour ce faire, eh bien, on va aller vers des systèmes un peu différents, c'est-à-dire que dans ce cas, on va regarder des matériaux de forme NaTaCl6, comme je vous l'ai mentionné, ou dans ce cas, eh bien, je vais essayer tout simplement d'introduire du désordre. Alors pour introduire ce désordre, je vais maintenant utiliser le broyage mécanique. Et je vais faire du broyage mécanique, et lorsque je fais ce broyage mécanique, eh bien, je suis en train directement de modifier complètement ma structure, et je vais avoir finalement un mélange de zones, si je peux dire, cristallines, dans laquelle j'ai finalement, c'est presque ces oligomères d'octaèdres, qui vont directement séparer maintenant des tunnels ou des tunnels de diffusion pour le sodium. C'est-à-dire que dans ce cas, je suis en train tout simplement de modifier complètement mes interactions coulombiennes entre le sodium et les différents chalcogénures, les différents que j'ai dans cette structure, pour avoir un système qui est de type vitreux. Et on va arriver à ce système. Et grâce à cela, alors vous voyez qu'on peut obtenir, je dirais, des mesures
On peut augmenter les conductivités ioniques comme indiqué ici. Ce qu'il y a de surprenant, dans ce papier d'ailleurs, c'est que lorsque vous faites du broyage, vous apercevez que le matériau change de couleur. Et vous avez un matériau qui semblerait un matériau presque noir à la fin. Tout cela veut dire certainement qu'il y a eu également une modification de la conductivité électrique, mais cela n'est pas du tout rapporté dans le papier. Cependant, on peut regarder ce qu'est ce matériau, si je peux dire vitreux, dans lequel on a dans ce cas ici la stabilité électrochimique, où on s'aperçoit que la fenêtre potentielle varie entre 2,5 et 4 volts. On peut utiliser cette fenêtre, et ensuite pour faire dans ce cas, une fois de plus des accumulateurs, qui, assemblés ou cyclés en dessous une pression de 220 MPa, vous donne les performances indiquées ici en tenue en cyclage, avec, dans ce cas, également des puissances. Là-dessus, il a été difficile, je pense, de trouver quelles étaient les densités de courant par centimètre carré. Donc voilà, si vous voulez, ce qu'on fait à ce domaine. Je vais terminer. Allez, non, je ne vais même pas le faire. Je vais certainement m'arrêter là parce que j'ai déjà passé mon temps. Une fois de plus, je n'ai pas fini. Mais je vais arriver directement. On fera ça la prochaine fois. Il m'en reste encore pas mal. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie pour votre attention. Et on va introduire le prochain speaker, le prochain orateur, qui est Cyril Aymonier, qui est directeur de recherche à Bordeaux, qui est directeur de l'ICMCB et qui est médaille d'argent du CNRS, d'innovation, pardon, en 2024. Voilà. D'où bravo à toi.